Aujourd'hui, nous faisons un café patrimoine sur les caves de Paris et nous avons invité à cet effet Grégory Chaumet, qui se trouve ici à côté de moi, et que nous avons rencontré quelques années à l'occasion d'une demande de sa part de venir dans notre cellier. Alors, je le dis tout de suite pour que ce soit aussi clair, pour les personnes qui ne le connaissent pas, puisque nous sommes, nous, au-dessus ici d'un cellier médiéval du XIIIe siècle, nous ouvrirons la lumière tout à l'heure et ceux qui ne le connaissent pas pourront descendre le voir. Pour faire un travail sur ce cellier, et Grégory s'est ensuite beaucoup investi dans un projet pluridisciplinaire sur les caves de Paris, dont vous avez pu lire déjà un petit peu le résumé, à savoir faire un inventaire, un recensement de toutes ces caves connues, moins connues, de façon évidemment à les préserver, parce que toutes ne sont pas forcément protégées, et toutes méritent toujours notre attention. Vous savez que le patrimoine mérite toujours notre attention, même si pour certains, on peut croire, que certains croient encore que parce que c'est du patrimoine, parce que c'est classé monument historique, parce que c'est inscrit au titre des monuments historiques, il n'y a pas de danger. Justement, ça c'est une vraie fausse idée, parce que de plus en plus, aujourd'hui, nous nous rendons compte que les patrimoines protégés, quel que soit leur niveau de protection, sont en danger. De par la pression économique, de par la pression immobilière, et de par plein de choses qui font que il faut être très vigilant. Voilà, donc ce café de patrimoine tombe bien aussi parce que donc, ce cellier médiéval que nous possédons ici sous nos pieds est en cours de restauration depuis maintenant 50 ans, puisque les bénévoles de l'association y ont travaillé sans relâche depuis 50 ans, l'ont déblayé, l'ont consolidé et a fait l'objet d'une étude de notre architecte en chef qui vient de la finir et qui vient de nous signer en quelque sorte le dernier projet que nous allons pouvoir remettre à la DRAC, c'est-à-dire à la Direction des Affaires culturelles, donc ministère de la Culture, pour avoir la dernière validation et entamer la restauration de ce lieu. Restauration qui, dans la majeure partie et dans la plus grande partie, dans son plus grand volume, sera faite par des bénévoles. Et une restauration qui aura lieu donc en journée, et nous ferons tout le temps en sorte que le public puisse y accéder, parce que comme vous le savez, le but de notre association, c'est quand même la pédagogie, c'est montrer, c'est expliquer, et le fait de pouvoir travailler en cave avec des bénévoles, et notamment de la taille de pierre, et en même temps y accueillir un public en toute sécurité, c'est vraiment une gageure assez exceptionnelle parce que ça se fait de moins en moins, en tout cas à Paris. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à Grégory qui va vous expliquer ce projet. Et puis comme d'habitude, après, il y aura des échanges ici et vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez par rapport à la démonstration qui vous aura faite. Voilà, je lui passe la parole. Bien. Bonsoir, je vais me présenter très rapidement. Je suis donc Grégory Chaumet, architecte de PLG. Je suis actuellement doctorant en thèse à Paris-Sorbonne. Je fais donc une thèse sur le quartier Saint-Gervais et Saint-Paul, sur l'habitat et l'espace urbain dans ces deux quartiers, au Moyen-Âge. Et j'ai donc participé activement à un projet de recherche qui s'appelle Les Caves de Paris, qui a été lancé il y a 4-5 ans même maintenant, par Dany Sandron, qui est donc professeur à Paris-Sorbonne, avec des institutions de la ville, de la région, à savoir l'inventaire, des archives nationales, donc, et avec un appui du CNRS. Donc, ce projet de cave, comme vous l'a dit Pierre, le but était donc, l'objectif était de faire un inventaire, pas exhaustif, mais assez complet des caves parisiennes. Donc ça s'est fait, il a fallu du temps, et ça ne s'est pas fait sans certains problèmes d'accessibilité à ces caves, parce qu'elles sont généralement dans des domaines privés, et donc il n'est pas facile d'avoir toujours l'approbation du propriétaire pour accéder à ces sites, même s'ils sont classés, mais ça j'y reviens. Donc vous voyez ici à peu près la vingtaine de points rouges qui donne le dossier qui a été rendu donc, à la ville de Paris. Donc une vingtaine de caves qui ont été totalement étudiées, c'est-à-dire relevées, avec des plans, parfois des modélisations 3D, je vais vous montrer.
et donc étudié aussi au niveau historique. C'est donc des recherches pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on croise les données historiques et les données archéologiques et analyse architecturale. Donc toutes ces données sont croisées pour essayer d'avoir par exemple une datation, comme ici je vais vous l'expliquer, une datation précise donc, de ces monuments, savoir la valeur aussi historique et archéologique de ces bâtiments. Voilà, toutes ces données donc, sont donc croisées, répertoriées, et donc ont donné une vingtaine d'études de cas. Donc vous voyez qu'en gros, ces caves sont donc recentrées sur les 6 premiers arrondissements de Paris. Donc ça, il y a une logique historique à ça, c'est-à-dire que Paris, vous le savez, le noyau de Paris, c'est l'île de la Cité, puis c'est développé rive gauche, plutôt d'ailleurs à l'époque gallo-romaine, et après, à partir du XIIe siècle, c'est surtout développé sur la rive droite, qui est donc le cœur économique de Paris, et sur la rive gauche, qui est plutôt le quartier universitaire de Paris, tout en sachant que c'est développé au niveau de la structure du tissu urbain, ce sont le fait religieux, comme on l'appelle, c'est-à-dire les églises ou les monastères, ou comme ici je vais en parler, des maisons cisterciennes qui ont plutôt structuré en premier les quartiers urbains. Après, ce seront les hôtels aristocratiques. Il y a également des cas sur l'île de la Cité. Pardon ? Sur l'île de la Cité, il y a également des... Pour l'instant, on n'en a pas répertorié, nous, mais je pense qu'il y en a. Donc, ces caves, je vous présente là celle de l'abbaye de Chailly, qui est un petit peu plus à l'est de la rue. Donc, ces caves, surtout dans le quartier, sont principalement des caves qui sont issues des maisons de ville d'abbayes cisterciennes. Donc, je vais d'abord vous indiquer quelques intérêts archéologiques et historiques de ces caves, et puis après je vais vous parler des caves qui sont, je vais dire, directement en danger, en grand danger même. Des caves, on verra ça plus tard. Donc je vous présente un peu le quartier au niveau historique. Vous voyez ici un plan du XIVe siècle. En bleu, donc, vous avez l'abbaye d'Ourscan, l'hôtel de l'abbaye d'Ourscan. Donc vous êtes en plein dans le cœur de cet hôtel, qui a donc été d'abord 7 maisons de ville, et puis les moines s'enrichissant ont acquis des dépendances et des échoppes tout au long de la rue et dans l'îlot, comme vous le voyez en bleu clair. Mais ce n'était pas la seule abbaye à demeurer à Paris. Une petite parenthèse, ces moines cisterciens sont venus à Paris, ils enfreignent donc la règle de Saint-Benoît. Normalement, les cisterciens doivent rester en dehors de tout milieu urbain. Mais ces abbayes cisterciennes fonctionnent tellement bien au niveau agriculture, même artisanat, qu'ils ont du surplus. Et ce surplus, au lieu de le gâcher, eh bien, ils vont aller en ville, dans le milieu urbain, donc, en ville, à Paris, mais pas seulement à Paris, dans toutes les grandes villes de France, revendent leur surplus. Mais qui dit vente, dit donc stockage, lieu de réception et de négoce, et aussi de logement pour les gens qui donc gèrent ces négociations et le stockage. Donc, de nombreuses, à partir du XIIe siècle, et surtout du XIIIe siècle et du XIVe siècle, de nombreuses abbayes vont s'installer à Paris, et pas par hasard sur la rive droite, puisque je vous l'ai expliqué, c'est le cœur économique de Paris. Pourquoi le cœur économique? Parce que les bords de la Grève vont favoriser que les bateaux, l'accostage exactement, des bateaux puissent se faire, et que donc les marchandises soient déversées donc, sur les ports de la Grève, puis revendues soit place de la Grève, soit au cimetière du marché. Oui, voilà. Là, ici, vous avez le cimetière Saint-Jean, qui est devenu aussi un marché, le cimetière Saint-Jean. Et vous avez aussi les grandes halles de Chapeau, depuis Louis VI, qui vont le dire, donc le marché des halles. Donc, sur la rive droite, il y a de quoi faire de l'argent, je veux dire.
Okay, et donc c'est ce qui va attirer donc, ces abbayes qui viennent ici pour vendre leur surplus. Donc je vous présente le cellier qui est donc sous nos pieds, qui a donc été redécouvert en 1964 par l'association du Paris historique. En fait, cet immeuble que vous voyez avait été jugé insalubre depuis 1921, et donc il était voué à la destruction. Les bénévoles se sont donc insurgés contre cette destruction et ont réussi, après de nombreuses batailles, à donc éviter cette destruction et surtout à pouvoir acquérir le bail de cet immeuble, enfin d'une partie de l'immeuble, c'est-à-dire le 44 et le 46. Le 48 avait été cédé à l'époque à l'architecte en chef, qui était Jean-Pierre Joux. Voilà. Et donc, une fois qu'ils ont donc acquis ces immeubles, ils sont rentrés dedans et ont découvert des caves complètement emblayées, mais on voyait bien des structures de voûtement gothique. Donc, ils se sont affairés à déblayer une soixantaine de gravats, tonnes de gravats, pardon, ce qui est énorme. Et donc, ils ont pu donc déblayer et remettre un peu de propre dans cette cave. Je reviendrai, ils ont fait plus que ça. Donc je vous présente le plan du cellier actuel. Alors vous voyez qu'en fait c'est un cellier qui est fait de 2 grands vaisseaux divisés en 4 travées. Le voûtement gothique est porté sur 6 piliers, des piliers d'architecture très sobre. Et puis vous avez aussi 14 culots, c'est-à-dire des pièces qui sont engagées dans les murs, qui servent aussi à la retombée des voûtes d'ogive. Donc vous avez ici pour l'instant, l'état actuel, un escalier ici qui permet l'accès au cellier, et un deuxième accès qui se situe plutôt au 48 et qui est actuellement condamné. Vous voyez qu'il y a quelques perturbations là, dans le voûtement, je vous expliquerai pourquoi après. Donc, je vous ai expliqué que l'hôtel d'Ourscan, en fait, il a été acquis lors d'une donation en 1248, d'après les archives. C'est une famille de bourgeois, les Saint-Germain, qui ont fait la donation d'une maison. Il se trouve que ce que je vous raconte, ça a été cherché par des historiens bénévoles du Paris historique, qui, donc, quand on fait la redécouverte de ces caves gothiques, ont été aux archives de l'Hôtel-Dieu. Pourquoi l'Hôtel-Dieu? Parce qu'en fait, l'ascensive de cet îlot appartenait à l'Hôtel-Dieu. L'ascensive, c'est-à-dire ce sont des droits du sol qui donc appartenaient à l'Hôtel-Dieu. En fait, c'est en simplifiant beaucoup, c'est un peu comme un impôt foncier ou un impôt local. Mais ce sont des propriétés privées en fait. Donc on a retrouvé des traces de cette donation et on a retrouvé surtout, je vous parlais de sensible, surtout un procès en 1281 où ces moines, on leur demande, un certain Harald Oudard, qui demande un droit de sens sur cette maison. Bon, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais l'important dans ce procès, c'est que en 1281, donc, il est dit qu'on demande un droit de sens sur cette grande maison en pierre. La donation ne fait mention que d'une maison. Et grande maison en pierre, ça veut dire que cette grande maison n'avait pas simplement le rez-de-chaussée construit en pierre et après, comme vous pouvez le voir un peu plus loin, là, des façades en pan de bois, mais qu'elle était bien sur plusieurs étages, tout en pierre de taille, ce qui est assez exceptionnel, hein, parce qu'il faut des financements pour ça. Et donc, c'est sur ce petit indice que sont accrochés les historiens à l'époque pour évoquer une reconstruction, en fait, des moines cisterciens, donc au milieu du XIIIe siècle. Et donc, ils auraient reconstruit sur cette propriété une grande maison en pierre.
on parle donc de la maison d'Ourscan, de la maison de ville de l'abbaye d'Ourscan, et à partir du XIIIe siècle, donc de la fin du XIIIe siècle, petit à petit, donc les moines, à l'issue d'une seconde donation des Saint-Germain, de la famille Saint-Germain, vont acquérir petit à petit, là vous l'avez en gris là, sur le plan, vont acquérir petit à petit donc la cour, d'autres maisons, surtout des dépendances et des échoppes dans cet angle d'îlot. Alors, donc ils vont donc s'enrichir, faire fructifier tout ça, mais petit à petit, d'après les archives, ils vont avoir des problèmes financiers, ils vont commencer à louer ces boutiques qu'avant ils occupaient. Et puis petit à petit, en fait, ils vont devoir se défaire et revendre petit à petit donc toute leur propriété. Et donc, il s'avère que ce bâtiment, en 1499, va être vendu. Et à partir de là, c'est le tournant, c'est un grand tournant pour cette maison, puisqu'elle va être subdivisée en 3 parties. Et donc, on pense que la façade donc, que vous avez sur la rue aura été donc reconstruite, peut-être en gardant les murs, mais rebâtie, donc à partir du début XVIe siècle, et que donc la subdivision que vous pouvez voir encore nettement par cette travée-là de poutre, et donc le mur mitoyen avec le 48, et un second témoignage aussi, c'est ce niveau, cette différence de niveau. Okay, donc ça, vous voyez bien encore la partition qui a été faite de ces 3 bâtiments. Pourquoi la partition en 3 de ces bâtiments? Simplement parce que le propriétaire voulait faire un maximum de gains, c'est-à-dire un immeuble de rapport, et donc le subdiviser au maximum pour louer un maximum de logements. Voilà en gros la logique. Mais du coup, ça a eu des conséquences, je vous le dis, dans les superstructures, mais aussi au sous-sol, puisque le cellier de l'abbaye d'Ourscan, qui servait donc de stockage, et je vais vous montrer pourquoi on sait que ça servait de stockage, ce cellier a donc été aussi subdivisé en 3 parties, qui correspondent donc aussi aux 44, 46 et 48. Qui d'ailleurs, à partir du XVIe siècle, avait plutôt, je crois que c'était le 36, 34 et 32 de la rue Saint-Antoine. Puisque nous sommes ici sur la rue François Miron. À l'époque médiévale, elle s'est appelée la grande rue de la Porte Baudoyer, puisque la Porte Baudoyer était issue de la première enceinte du XIe siècle, qui se trouve à peu près au niveau là de la place Baudoyer qui est actuellement, vous voyez. Et donc cette rue après a été partitionnée après la construction de Philippe Auguste, qui donc s'arrêtait à la nouvelle porte Saint-Antoine. Passé cette porte, vous aviez la rue Saint-Antoine. Et donc avant, là, la maison de ville de la ville d'Ourscan était donc rue de la porte Baudoyer. Et après, une fois qu'il y a la seconde enceinte de Charles V et que l'enceinte de Philippe Auguste a été submergée par le tissu urbain, cette grande rue, en fait, est devenue la rue Saint-Antoine. Puis après, elle a été repartitionnée. Donc le cellier, je vous ai dit cellier. Cellier, ça veut dire un stockage en sous-sol. Comment on a des preuves de ce stockage? Toujours pareil, croisement des données des archives. On sait par une mention que les moines stockaient des poissons comment dire, salés, hein, pour une bonne voilà, exactement, c'est mieux. Et aussi par l'analyse archéologique, enfin qui est juste de l'observation, c'est-à-dire que là vous avez trois pans de murs des 4 murs périphériques, et on voit encore aujourd'hui donc les traces des soupiraux. Un soupirail en fait sert à ventiler donc tout le volume et sert aussi à amener de l'éclairage. Ce qui fait que souvent, je vous parle de caves médiévales, mais on parle aussi, dans ces cas-là, aussi de salles excavées. Puisque vous aviez quand même un regard sur la rue,
par ces soupiraux, okay, pas simplement de la ventilation. Donc il y a toujours un conflit sémantique à ce niveau-là. Mais bon, pour faire simple, on va parler de caves ce soir. Mais on y reviendra peut-être. Donc, l'analyse archéologique aussi, qui a été faite, a pu remettre à jour ces 3 subdivisions qui avaient été détruites lors du déblaiement des bénévoles pour récupérer ce grand volume, ce grand et beau volume donc du cellier gothique. Donc, je vous l'ai dit, cette partition a eu des conséquences puisque partition en 3, donc 3 accès pour chaque cave. Et en fait, aujourd'hui, il n'en reste que 2. Et donc, j'ai pu trouver aussi, par des photographies qui avaient été prises en 1964 et par des traces d'arrachement au niveau du soupirail que vous voyez ici là, en pointillé, pardon. Donc, j'ai pu trouver cet accès, qui devait être certainement un escalier en bois. Et aussi les 2 grands murs. Ça, c'était une des problématiques, c'est-à-dire de pouvoir voir les modifications qui avaient donc été faites. Et donc, je vous ai parlé de cette trémie là qu'on pourra voir après, qui donc se situe à l'angle de la rue Geoffroy-Lanier et de la rue François Miron. Et donc, j'ai fait un relevé pierre à pierre de ce mur et j'ai trouvé aussi des traces d'arrachement. Ce qui fait que j'ai pu, avec de la modélisation 3D, pouvoir restituer cet accès qui donc menait directement sur la grande rue de la Porte Baudoyer et qui donc permettait de descendre les marchandises directement. Puisque vous le verrez aussi si vous visitez ce cellier, il y avait un second accès, mais propre à la maison, c'est-à-dire en interne, dans l'épaisseur du mur, que vous pouvez voir encore dans le passage discrètement. Voilà. Donc ces modélisations ont été faites pour mettre en valeur donc, ce cellier et la fonction de stockage. Autre découverte aussi, c'est que en déblayant là, tous ces gravats, les bénévoles ont récupéré des fragments d'éléments architecturaux. Et tous ces éléments sont encore conservés ici. Et vous en avez même donc en vitrine, vous en avez quelques-uns, même ici, là, au rez-de-chaussée. Et donc ces éléments, moi je les ai retrouvés, je les ai photographiés, relevés. Et donc ça m'a permis, par des confrontations aussi avec des modèles existants, de pouvoir faire une hypothèse, je dis bien une hypothèse, de restitution de cette façade au XIIIe siècle. Donc, je présente d'autres éléments de fragments que j'ai retrouvés. Et donc, j'avais fait une première hypothèse de restitution. Et donc, ces derniers éléments, là, ces arcs douloureux, je m'étais dit, eh bien, ils vont bien aller là pour une vision qu'on a souvent au XIIIe siècle, c'est-à-dire une grande salle de réception que vous aviez au rez-de-chaussée, qui permettait ici le négoce, et après on allait en bas chercher la marchandise. Et puis au-dessus, vous aviez donc, avec ces fenêtres géminées, une grande claire-voie pour le logement de l'abbé, ou du cellérier, celui qui faisait la gestion des stockages. Bon, le fait est que j'ai confronté cette hypothèse à des archéologues, en particulier Olivier Desforges, qui m'a dit « Attention, mon jeune ami, il y a une grave erreur là. C'est que s'il y a des soupiraux, ici, là, au rez-de-chaussée, c'est impossible. Puisque au niveau structurel, ça ne tient pas. D'accord ? Et donc je suis allé à Provins et ça m'a bien éclairé sur cette façade. Et qu'en fait, effectivement, les soupiraux ont un très grand impact en fait, sur la façade, puisque déjà, elle rehausse du coup le rez-de-chaussée par rapport à la chaussée publique, et que donc mes arcs moulurés ne fonctionnaient pas comme je le pensais au départ. Donc je suis parti toujours sur le même système d'un rez-de-chaussée qui donc sert de salle d'accueil et une salle avec des fenêtres géminées qui forment une claire-voie au premier étage. Peut-être il y a eu encore un autre étage
ne sachant pas, je me suis arrêté là. Mais c'est une hypothèse qui peut être envisagée. Et puis, vous pourrez le voir, ici au rez-de-chaussée, on a encore des traces de base, de colonnes. Vous en avez encore ici, vous en avez une là, et des bases engagées dans les murs mitoyens, donc, qui sont 50 cm plus bas que le niveau du rez-de-chaussée, ce qui veut dire qu'il y avait bien une structure en pierre ici, qui tenait un plafond. Alors, je ne savais pas trop comment. Du coup, je savais aussi, par rapport aux photos qui avaient été en 1964, qu'il y avait certainement bien des piliers, puisqu'on avait trouvé des tambours, aussi, qui avaient été donc relevés et qui restent encore dactylographiés dans la bibliothèque des archives, donc, ce qui avait été trouvé en 1964. Il y avait tout un inventaire qui avait été fait d'ailleurs de ces éléments, qui sont encore à la bibliothèque. Et donc ça m'a permis d'avoir encore, je dis bien, une hypothèse de restitution du rez-de-chaussée, c'est-à-dire qu'on aurait eu en fait deux murs diaphragmes qui donc posaient sur des colonnes en pierre, et donc les arcs murés servaient pour ces grandes arcades, qui auraient donc probablement supporté un plancher en bois, qui donc formait une belle salle de réception pour le rez-de-chaussée. Je dis bien, je suis encore à des phases d'hypothèses, de toute façon ce ne seront que des hypothèses, et on travaille encore sur ce sujet. Enfin vous voyez bien que juste d'une cave qu'on a déblayée, voilà, on peut remonter petit à petit toute cette construction, et même dans les substructures. Bon, effectivement là j'ai eu beaucoup de chance, la chance que l'association s'est occupé en fait de cette cave, à déblayer et à conserver ces éléments. Bon. Mais parfois il faut un peu de chance. Et donc cette restitution aussi, je peux la confronter avec peut-être un niveau de sol là que vous voyez avec une ligne rouge, mais ça c'est encore à voir par rapport à des hauteurs, mais ça je reviendrai parce que je vais expliquer que j'ai des nouvelles techniques qui vont me permettre d'aller au centimètre des observations. Je vais passer donc à un autre exemple de cave pour vous montrer l'intérêt qu'il a au niveau du tissu urbain et de l'espace urbain dans l'histoire de la ville de Paris. Donc nous sommes ici au 36 rue Quincampoix. Donc vous voyez juste derrière la place Georges Pompidou. C'est donc une cave qui a deux niveaux. Là je vous présente le plan du second niveau, avec une alternance de piliers rectangulaires et cylindriques. Et vous avez un puits qui est donc légèrement engagé dans le mur qui donne sur la façade. Alors, cette cave, actuellement, elle est occupée par un café culturel qui s'en occupe bien, qui est classé au monument historique, comme la façade et son escalier qui donne sur tous les étages, et aussi sur le sous-sol, mais qui est condamné. Actuellement, l'accès se fait par un escalier métallique moderne. Bref, vous voyez donc cette architecture un peu, pas extraordinaire, mais assez originale dans les types de caves, puisque vous voyez que cette alternance de piliers, c'est assez rare, et c'est assez problématique, puisque au niveau des piliers cylindriques, on a des arcs doubleaux. En fait, vous voyez par rapport au plan, elle est donc faite de deux vaisseaux, vous voyez. Et donc, ces arcs doubleaux apparaissent sur les piliers cylindriques, mais disparaissent lorsqu'il s'agit des piliers rectangulaires. Et quand on regarde les assises, c'est-à-dire la façon dont a été monté le mur, il n'y a pas de... Enfin, il y a une cohérence, en fait, de hauteur, et donc on a l'impression que tout ça est contemporain. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'explication, mais l'intérêt, il est dans ce mur, avec ce puits-là. Alors, bon, forcément, je n'ai pas la photo, mais bon, c'est pas grave. Là, vous avez une modélisation du premier niveau, qui est donc beaucoup plus tardif au vu de son architecture, qui doit dater du XVIIe siècle. Et donc, ce second niveau-là, avec donc les arcs doubleaux, et donc la grande façade qui est classée historique. On a des mentions de cette maison à partir du XVe siècle, pas avant.
Et l'important, en fait, dans cette cave, c'est le mur donc, qui donne le long de la façade, qui n'a pas du tout les mêmes assises que les trois autres murs périphériques, et qui aurait plutôt une taille de pierre médiévale par rapport aux autres murs périphériques. Je dis bien aurait, on est encore en cours d'analyse. Mais ce qui voudrait dire, puisque le cas de la rue de Quincampoix est assez je dirais intéressant, puisqu'on a des premières mentions de cette rue à partir de 1203. Et que donc cette rue, là je vous montre, voilà, pour vous expliquer. Là vous avez un plan du XIIe siècle, 11e, 12e siècle Paris, et donc à partir du XIIe siècle, je vous ai expliqué qu'il y avait eu un développement de Paris, et donc la rue Quincampoix, comme toutes ces rues rouges, vont faire partie de ces grandes rues qui vont donc émerger à partir de la construction de l'enceinte Philippe-Auguste, surtout qu'elle a été construite en première phase sur la rive droite, et que donc le roi incitait les gens à venir à Paris à s'installer sur cette rive droite, et donc il y a eu des rues qui ont été percées et créées donc à cette époque. Et la rue Quincampoix fait donc partie de ces rues. Et donc, ces caves-là, les caves que l'on peut retrouver, en fait, font la preuve de cet alignement qui n'a pas bougé jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est une preuve que ce tissu urbain est encore existant et persiste, en fait, sur certaines rues. C'était les premières maisons qui étaient construites sur ces lieux où il y avait des maisons avant? On n'a pas de traces de maisons avant, mais il pouvait y avoir des maisons avant. Mais là, en tout cas, on a je ne pense pas qu'il y en ait une avant, en fait. Et c'est vraiment une rue qui aurait donc été créée à la fin du XIIe siècle. Et c'est pour ça qu'on a les premières mentions au XIIIe siècle de maisons et de cette rue-là, qui est nommée. Forcément, vous le voyez, il est dans le tissu urbain, dans l'archéologie. Et donc, je vous l'ai dit, moi j'entame une thèse sur l'espace urbain et l'habitation dans les quartiers Saint-Gervais et Saint-Paul, donc ici, le long de cette rue Saint-Antoine et des rues perpendiculaires. Et donc moi je m'appuie sur tous ces exemples de caves que je peux trouver, visiter, pour donc retrouver l'historique de ces maisons, mais aussi le tissu urbain, en fait, de tout ce qui va se passer le long de cette grande rue de la Porte Baudouin. Donc en fait, je vais arriver petit à petit à des gabarits et avec des comparaisons avec ce qu'on a aujourd'hui, modélisé en 3D, et de pouvoir ensuite, je l'espère, pouvoir se promener le long de cette rue de Baudouin et d'avoir un aspect, au moins les gabarits de ce qui se passait à l'époque. Voilà en gros moi mon travail. Alors maintenant j'en viens au patrimoine en danger, parce que je vous ai montré des exemples qui sont plus ou moins bien conservés, donc tout va bien, dans le meilleur des mondes. Eh bien pas tant que ça. Donc je vais vous présenter une des caves qui a été étudiée dans le projet Cave de Paris, qui se situe donc au 10 rue de l'Abbaye. Vous reconnaissez l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, et donc nous sommes là au 10 rue de l'Abbaye, de l'autre côté, mais qui donc faisait partie de la grande abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Donc vous voyez, c'est une grande cave voûtée d'ogives qui a donc été analysée au niveau archéologique par Violaine Bresson, qui était avant au DHAP de la ville de Paris, donc archéologue de la ville de Paris. Elle a été aidée par des étudiants de Paris-Sorbonne, et donc il y a tout un relevé pierre à pierre qui a été fait. Vous pouvez voir d'ailleurs comme quoi les caves, ça change à chaque fois, c'est jamais le même principe. Ici, je vous ai montré une partie des caves qui étaient voûtées en ogive, et là on arrive à la partie sud, où d'un seul coup on a des arcs brisés, mais qui ne forment pas du tout une architecture gothique. Donc on ne sait pas encore vraiment, pourtant qu'ils sont contemporains, c'est le même calcaire qui a été utilisé, les assises correspondent, donc on ne sait pas encore très bien expliquer cette alternance aussi d'architecture. Donc là, en fait, vous voyez la partie là, en haut, c'est les voûtes votées d'ogive, et c'est là la partie avec les deux berceaux là qui sont plus proches. Donc ça, c'est une petite modélisation de l'abbaye, et c'est donc pour vous situer à peu près où était la cave, c'est-à-dire au-dessus de la grande salle, qu'on appelle la grande salle.
peut-être de récréation, mais on ne sait pas trop quelle était la fonction. Mais donc ça, c'était la cave faisait partie, la cave ou la salle excavée, vous allez comprendre pourquoi, faisait partie du monastère et donc était en dessous le bâtiment bleu. La partie la plus orientale donc, du cloître, et on est vraiment au nord de cette salle. Donc on a pu donc modéliser cette cave. Là vous avez sans le voûtement, bien évidemment, les modifications qui ont donc été apportées petit à petit, et là le volume d'origine, puisque vous le voyez là, les ogives ont été coupées par un mur moderne, et qu'on a pu retrouver de l'autre côté aussi une suite d'ogives. Donc on a pu donc restituer le volume d'origine. Vous avez vu aussi que la cave était remblayée, on ne voyait que les chapiteaux, et donc par comparaison par rapport à toutes les autres caves qu'on a visitées, on a aussi une hypothèse de niveau de sol de l'époque, et de l'accès aussi que vous voyez au fond de cette salle. Donc, on a pu donc se dire que par des aussi croisements des données, archives, on savait qu'il y avait du stockage de vin, puisqu'il y a eu une grosse inondation. En fait, en gros, généralement, les archives, elles sont intéressantes, c'est souvent quand il y a un problème. Ourscan, c'est un procès. Là, c'est une inondation qui fait qu'on doit dégager tous les barriques de vin. Donc c'est comme ça, en fait. Ce sont des problèmes qui nous apportent des petits indices. Voilà. Et donc là, je vous fais donc toujours pareil une hypothèse de restitution, qu'en fait ces caves devaient en fait essayer de retrouver l'horizontale par rapport à un terrain très en pente, pour que la salle après de récréation, enfin cette grande salle, soit bien horizontale et retrouve le niveau de sol du cloître. Voilà. Alors, je m'explique pourquoi je parle de patrimoine en danger, parce que j'ai été un peu vite, là je vous ai parlé de la cave, mais cette cave là actuellement, voilà, de l'autre côté du mur, je vous ai parlé, on avait des traces d'ogives. Aujourd'hui, elles appartiennent à un monsieur très riche qui a voulu faire un parking en smart. Il a voulu faire quoi? Un parking pour ces petites voitures smart. Il en fait une collection, il veut faire un parking. Donc, forcément, il y a eu il a dit non, non, vous inquiétez pas, je ne vais rien faire finalement. Aujourd'hui, on n'a plus accès à la cave, mais on ne sait pas ce qu'il a fait. Le bâtiment a été refait, le rez-de-chaussée des immeubles qui sont sous cette cave servent de magasin de mode, très tendance, donc très bien, ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais au sous-sol, les portes nous sont fermées depuis. On a pu y aller pendant une semaine, on a pris quelques relevés, mais depuis aujourd'hui, là, c'est-à-dire depuis 2 ans maintenant, on n'a plus accès à la cave, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, ce genre de problème. Voilà, au 10 rue de l'Abbaye. Oui, je les connais, enfin, je suis allé, oui. Voilà. Alors, je vais vous parler d'un autre exemple. Nous sommes au 11 rue du Renard, pas très loin de la place de l'Hôtel de Ville, au nord de l'Hôtel de Ville. Voilà le bâtiment, vous voyez ce bâtiment-là, en dessous du magasin Literalia, un magasin bio. Donc, les sous-sols sont accessibles, enfin si vous le demandez gentiment. Donc, je vous présente le plan de ces 2 sous-sols. Vous avez un premier niveau, je vais vous montrer, qui est médiéval, et un deuxième niveau qui est beaucoup plus tardif. Vous avez vu que vous avez encore une fois un puits qui est le long. Là, vous êtes, en fait, sur votre droite, vous avez la rue du Renard, et sur la gauche, c'est une arrière-cour. Et en pointillé, en fait, vous avez 2 traces de soupiraux. Bref, vous avez ici 2 piliers qui sont engagés dans des murs, mais je vais vous montrer ça en détail. Donc, cette cave, en fait, a bénéficié d'une étude par Bénédicte Perfumeau, qui est donc architecte voyer de Paris. Elle a fait, d'ailleurs, elle a fait un article dans le Bulletin Monumental en 2009, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc, elle a commencé à étudier cette cave. Elle avait été déjà redécouverte, on va dire, en l'an 2000 par la CVP, la Commission du Vieux Paris, puisqu'il y avait des travaux qui avaient été engagés aussi dans les superstructures, dans les étages, et qu'on avait retrouvé aussi des restes d'arcades, de fenêtres médiévales.
Bref, voilà l'état actuel de la cave. Quand il y avait encore de l'électricité, je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous voyez de très beaux piliers, très finement sculptés. Voilà le puits. Donc aujourd'hui, par rapport au plan, vous avez en fait 3 vaisseaux. Ce sont des voûtes en berceau surbaissées avec du gros moellon, donc certainement plus tardif. C'est une cave qui a été très remaniée. Et donc, comme je vous l'ai dit, au deuxième sous-sol, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus tardif, c'est plutôt du XVIIe siècle. Enfin, voilà la cave du second niveau. Et donc l'intérêt, en fait, hein, vous voyez ces belles feuilles de figuier, hein, voilà. Ça c'est une photo de l'an 2000. Je vous ai dit qu'il y avait un magasin bio au-dessus, ils n'utilisent pas du tout la cave. Ils n'utilisent tellement pas que voilà l'état actuel. J'y suis allé il y a encore, c'est-à-dire quelques mois cet été, quand vous touchez la pierre, elle tombe. Pourquoi? Le salpêtre. Pourquoi? Parce que les soupiraux sont bouchés. Parce qu'il n'y a aucune ventilation dans la cave, et que en quelques années, là, le salpêtre a attaqué complètement tous les chapiteaux, je dis bien tous les chapiteaux, et les murs en calcaire, et que donc là, actuellement, cette cave est en train de se défraîchir, de se détruire petit à petit. Donc vous voyez encore l'état des... tout ce qui est blanc, c'est du salpêtre, donc ça attaque la pierre et ça la détruit. C'est-à-dire vous mettez le doigt, ça tombe en morceaux. Okay. Voilà donc l'état actuel. Cette cave n'est pas classée, n'est pas inscrite, et malgré la demande qui avait été faite, elle n'est toujours pas classée, toujours pas inscrite. Ce qui fait que le propriétaire il fait ce qu'il veut. Et là je vous montre une photo quand j'y étais, donc c'était au mois d'août, pour faire un relevé scanner que je vais vous montrer. Là, vous voyez la pierre là, en fait il y avait une fuite, et petit à petit, la fuite qui tombait au premier niveau accédait au second niveau via la voûte, et petit à petit il y avait une pierre qui se décrochait toute seule. Donc l'intégrité totale même du bâti, puisque si la cave s'effondre, le bâtiment aussi fout le camp. Et donc on a dit, vous êtes au courant que dans les sous-sols, ah non, évidemment, ils n'y vont jamais, ils n'exploitent pas du tout les sous-sols. Donc cette cave-là, elle meurt. C'est une cave du XIIIe siècle, avec une modénature exceptionnelle au niveau de ses chapiteaux. Elle est déjà à moitié détruite. Hein. Elle est déjà à moitié détruite. Donc j'ai pu faire un relevé scanner pour au moins garder ça, c'est-à-dire l'état dans lequel je l'ai trouvé. Alors vous voyez que c'est une image en niveau de gris, c'est-à-dire que c'est en noir et blanc, puisque maintenant il n'y a plus d'électricité, mais que moi avec mon petit laser scanner, même dans le noir, je peux faire ce que je veux, puisque c'est un laser scanner qui balaye et qui n'a pas besoin, c'est pas un appareil photo, vous voyez. Donc il prend les points et me dit précisément ce qui se passe dans la cave, il n'y a pas de problème, et il me modélise. Donc cette cave, elle la numérise en 3 dimensions. Et donc du coup, j'ai tout ce que je veux. Là, vous avez le premier niveau, donc avec ce dont je vous parlais, le voûtement, avec un voûtement qui est donc plus tardif que ces gros piliers. Et du coup, j'ai même découvert des choses que moi, j'avais pas vues à l'œil nu. C'est-à-dire qu'il devait y avoir, probablement, il y a dû y avoir un autre escalier, une autre rampe qui donnait sur la rue du Renard. Il y en a une première qui était très visible ici, là, mais il y a une deuxième, donc au sud, qui n'est pas du tout visible comme ça, et donc j'ai pu découvrir grâce à ce scanner laser. J'ai pu découvrir aussi ce qu'avait pressenti Bénédicte Perfumeau, des passages entre les caves. Et donc là, vous voyez clairement qu'au niveau des assises, là, il s'est passé quelque chose, donc un remblaiement qui est donc peut-être dû à un percement et donc à un passage. Puisque elle, Bénédicte Perfumeau, avait eu la chance de pouvoir visiter tout l'îlot, et donc avait commencé à mettre en place donc, tous les liens qu'il y avait entre ces caves, qui avaient dû appartenir à un grand hôtel aristocratique à l'époque médiévale. Donc voilà encore l'état aussi, il y a des pilastres donc, engagés dans les murs périphériques, et donc ce qui a donc débouché sur une hypothèse de restitution, donc avec ces grands piliers qui devaient probablement, avec les pilastres, supporter un plancher en bois. Bref,
autre patrimoine en danger. Alors là, je vais vous montrer des... Combien de temps il vous faut pour scanner des caves comme ça? Une journée. Ouais, une journée. Alors, le scanner, ça dépend de la résolution qu'on veut avoir, c'est-à-dire le nombre de points et la précision qu'on veut avoir. Mais en gros, là, pour cette cave, c'est une journée. Oui. Une bonne journée. Et est-ce qu'en scannant à différentes périodes, on peut mesurer les... Oui, c'est ça l'intérêt. Enfin, l'intérêt, là, il va être triste l'intérêt, mais si je reviens dans 2 ans, je vais voir des choses. Voilà. Je vais pouvoir comparer les deux modèles en les calant, en fait. Et là, je vois les distances, les distorsions. Andrew Talon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un professeur américain qui a scanné lui aussi beaucoup de cathédrales en France, à Amiens et tout. Et lui, grâce à ses scanners, trouvait les... Voilà. Bon. C'est comme ça qu'il a des hypothèses sur les arcs-boutants, enfin, tout ça. Mais, il y a des documentaires là-dessus. Bon, bref, je vous parle du collège de Fortet, qui se situe rue Valette, 19 rue Valette. C'est une cave qui est donc classée. Eh bien, vous me croirez ou pas, on n'a pas accès à cette cave. Okay, c'est une société de boulangerie très connue qui a donc son siège. Et malgré les diverses essais, voilà, par mail, par téléphone, j'y suis allé même physiquement, en montrant ce que... Bref, on m'a toujours dit oui, on va vous répondre, on m'a jamais répondu. Donc je ne sais pas l'état de cette cave. Voilà la commission du Vieux-Paris, ce qu'on a actuellement, c'est un cliché. Et c'est tout ce que j'ai. Donc je ne sais pas l'état de cette cave, je ne sais pas l'état de la cave du 18 rue Laplace qui est juste à côté, je ne sais pas l'état de la cave du 1 rue Laplace qui est juste à côté. Ce sont des gens qui ont des bars, mais qui ne veulent pas vous donner accès à leur sous-sol, sous prétexte d'assurance et de... Voilà. Okay. Donc je ne sais pas, ce sont des caves classées. Hein. C'est-à-dire que nous, projet Cave de Paris, on n'a rien inventé. Hein. On va là où on sait qu'il y a quelque chose pour l'instant. On n'a rien découvert d'exceptionnel en gros. On a repris des études avec les techniques nouvelles. Voilà, c'est tout. Mais il y a aujourd'hui des caves classées, on ne sait pas dans quel état elles sont. Et vous voyez que par rapport à ce qui se passe à la 11 rue du Renard, on peut être inquiet. Puisque moi je ne sais pas dans quel état elles sont. Juridiquement, si c'est classé, ça vous donne quel rien juridique, on va dire? Ah, si, l'architecte des bâtiments de France peut se faire accompagner par la force publique légalement. Voilà. Non, mais alors, il suffit en général qu'on menace de se faire accompagner par la force publique pour porter de la clé. Oui, mais je vais finir là-dessus. Pour preuve, là pour l'instant, j'attends encore. Non, mais... Parce que je voudrais juste dire une chose. À chaque fois, je leur explique bien que c'est quelque chose de classé, que donc, il faut qu'ils fassent attention. Parce que si moi, ils ne me laissent pas y aller, ok, très bien. Mais ça veut dire qu'il y a une suspicion. Que donc, moi, je l'entends comme ça. Moi. Si quelqu'un a une cave classée et que moi, quand je viens, j'explique ce que je fais, je montre. Je viens pas juste comme ça. Voilà. J'explique ce que je fais et que surtout que je ne suis pas des impôts locaux. Je viens juste pour regarder ce que c'est, l'intérêt archéologique ou historique qu'a une cave. Et c'est tout ce que je veux voir. C'est-à-dire qu'en gros, je viens 5-10 minutes, je regarde et très vite je sais si c'est intéressant ou pas. Enfin, ça met plus de temps, mais enfin, en gros, voilà comment je le vends. Bon, de toute façon, c'est très rapide, hein, d'expérience. Hein. C'est soit c'est oui tout de suite, et soit c'est non, et ça ne passera pas. Voilà. Et quelles peuvent être les craintes des propriétaires des caves qui ne veulent pas laisser rentrer? Mais en fait, c'est parce qu'à mon avis, ils ont fait des travaux. Il y a des agencements, alors je ne sais pas s'ils sont vraiment, ils ont attaqué l'intégrité de l'architecture, j'en sais rien. Mais à mon avis, c'est parce qu'il y a ça. Il y a des agencements. Au 18 rue Laplace, c'est un bar. On peut accéder, il y a 2 niveaux de caves en fait, parce qu'en fait, au niveau de la montagne Sainte-Geneviève, souvent les caves ont 2 voire 3 niveaux. Le premier niveau est accessible, heureusement, c'est des toilettes. Mais après, le deuxième niveau, je sais que lui, c'est son stockage. Logique. Bon. Moi, ça ne me dérange pas. Et donc, il me dit non, c'est pas accessible, c'est pas possible. Et pour des problèmes d'assurance et tout, je dis mais moi, je suis assuré, moi, je n'ai pas de
problème, j'ai ma responsabilité. Je suis dans le cadre d'un projet de recherche, tout va bien. Donc, après, forcément, dans ces cas-là, on me renvoie à une adresse mail, à des machins, et jamais de réponse. Jamais de réponse. Donc la crainte, c'est qu'on leur demande de remettre en état. Exactement. C'est ça. Et pour un commerce, forcément, c'est préjudiciable pour lui. Je vois très bien sa logique à lui. Voilà. Mais cela dit, moi personnellement, je ne demande même pas ça. Je demande juste à pouvoir le relever, pour avoir au moins ce témoignage. Voilà. Mais évidemment que lui, il est dans la peur qu'après, voilà. Mais il y a certaines personnes, comme au discours de l'abbaye, ça ne m'a pas dérangé, hein, puisque pour lui, il avait l'argent et donc il pouvait. Voilà, il y a ça aussi. Madame. L'immeuble du 11 rue du Renard, Oui. sauf erreur de ma part, est-ce qu'il n'est pas considéré comme l'immeuble le plus ancien de Paris? Oui. Depuis l'article de Bénédicte Perfumeau, oui, il serait. Réhabilitation, ils ont pu montrer que c'était une maison à... Oui, c'est Bénédicte Perfumeau qui a fait donc cet article, et donc probablement on est demande l'immeuble le plus ancien de Paris. Et donc daterait du XIIIe siècle. Ça, et c'est justement ces chapiteaux qui le montrent pas. Exactement. D'où l'intérêt des cadres. Parce que s'il n'y avait pas ces chapiteaux, voilà. Comme ici d'ailleurs. Donc, je reviens sur la question de madame. Sur la 11 rue du Renard, la cave de la 11 rue du Renard, si les chapiteaux, si les perrons étaient bouchés, par qui, quand? Ça, forcément, comme c'est des magasins et que ça change, ça va changer tous les 4-5 ans, on ne sait pas en fait. On va aller beaucoup plus loin. Que fait la mairie de Paris? Pourquoi ils n'éclairent pas les meubles en péril? Écoutez, nous on a averti. La mairie de Paris a quand même assez de poids pour déclarer l'immeuble. Bah, la preuve que non, puisque nous, en tant que projet Cap de Paris, nous avons averti. Non, mais attendez, en plus, la mise en péril, c'est pas la mairie qui va la déclarer, c'est la préfecture. C'est pas la mairie qui fait. À part... Il s'est passé si vous de la cité quand un Allez, s'il vous plaît. un immeuble du XVIe siècle, ça m'étonnerait. Simplement, un petit éclaircissement, c'est pas la mairie qui déclare le péril à Paris. Non. C'est la préfecture de police. C'est un pouvoir vraiment très différent. Avec le plan vigilance, vous dites Non, mais attendez, ne mélangeons Ne mélangeons pas tout. Simplement les règles. À Paris, la mise en péril est faite par la préfecture de police. Mais encore, moi je dirais qu'avant d'aller jusqu'à la mise en péril, qui peut être dangereuse pour l'immeuble, moi je n'aurais pas recommandé une mise en péril parce que ça veut dire que très vite il va être démoli. C'est le prétexte souvent qu'on nous donne pour le détruire. Et nous, après association, on a le plus grand mal à empêcher cela, au prétexte que pour des raisons de sécurité, il faut le détruire. Donc c'est peut-être pas forcément la solution. Je dirais tout simplement qu'il y a aussi peut-être, je ne sais pas, il y a des copropriétaires dans les... Dans l'immeuble. Moi, je ne sais pas, le problème s'est produit dans mon immeuble, ce n'est pas un immeuble avec un grand intérêt, mais quand j'ai vu que le magasin avait bouché les soupiraux de la cave, toute la copropriété s'en est un petit peu émue et a dit, pour le bien de notre immeuble et pour qu'il soit sain, s'il vous plaît, refaites vos soupiraux et réouvrez l'ensemble. Et ça s'est fait tout à fait librement. Donc je dirais, plutôt que d'en arriver à aller jusqu'à la préfecture et la mise en péril, peut-être qu'en interpellant la copropriété ou le syndic, on peut faire avancer des choses. Mais ne croyez surtout pas que le pouvoir, qu'il soit municipal ou qu'il soit de la préfecture, ait vraiment envie d'agir loin de là. Loin de là. Ils ont vraiment... Mais il peut, mais il ne le fait pas. La preuve, l'architecte n'est pas... Ah, faites-vous... Présentez-vous et faites sur le dessus. Collègues pour contacter ses professeurs de droit. Oui, c'est pas si évident que ça. Non, mais de toute façon, on a averti. On a averti. Le problème, c'est que aussi, bien sûr, on a averti les gens du magasin, mais ce sont des employés. En clair, eux, ça ne les concerne pas. C'est des gens qui sont là. Voilà. C'est Naturalia, c'est une grosse chaîne, arrêtez.
Oui, mais c'est des gens qui sont donc employés au SMIC et qui n'en ont rien à faire de savoir ce qui se passe dans la cave. La Sorbonne n'est pas capable d'écrire une lettre à Naturalia. Bon, bon, donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va regarder, on va vous dire toutes les adresses. Nous, association, on va faire un inventaire de toutes ces maisons en se posant tout simplement des questions. Mais que s'y passe-t-il? Vous savez, quelquefois, quand on écrit sur la place publique en disant « Mais que se passe-t-il au 12 rue de l'Abbaye, au 11, machin, et on n'ouvre pas les caves », quelquefois on a vite des réponses. Ça intrigue. On peut aussi aller voir les ABF. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que d'en arriver là, parce que c'est souvent nous, associations, qui pouvons le faire, parce que, je dirais, le citoyen lambda ne connaît pas forcément la façon d'y s'y prendre et la façon d'empêcher ça. Et encore là, c'est parce que Grégory le sait qu'il connaît, mais il y a des tas d'endroits où ça se passe et qui sont méconnus. Et c'est une vraie problématique. Mais on va faire l'inventaire, je vous le promets. La CDP pourrait peut-être intervenir, non? Mon Dieu. Bon. Je verrai son président. Je sais que c'est quelqu'un d'actif, de motivé, mais qui a derrière lui des élus qui le sont moins, qui l'empêchent d'eux. Mais bon, en même temps, si on arrive avec des projets comme ça et des questionnements très directs, on peut peut-être faire avancer quelque chose. Mais bon, là encore, on va essayer de trouver le moyen de faire bouger. D'autant plus que celui de la rue, la maison de la rue du Renard a été vue par la CDP en 2001. En 2001. Et je crois que le 12 rue de l'Abbaye aussi, on l'avait vu. Mais ne désespérons pas, on y arrive toujours, mais c'est de plus en plus long et compliqué. Monsieur. Je ne vais pas vous faire désespérer. Non, non. Dans le 4e arrondissement, le Marais, il me semble qu'il y a un conseil culturel de Madame Hidalgo. Qu'il y a un quoi? Il y a un conseil culturel de Madame Hidalgo, qui est maire du 4e arrondissement. Non, il y a le conseil culturel. Non, Girard. Monsieur Girard. Ah, M. Girard est plus du tout... M. Girard est le maire du 4e, oui, mais il a été autrefois adjoint chargé de la culture de M. Delanoë, mais il ne l'est plus, il n'est plus. Il est juste maire du 4e. Non mais, encore une fois, en matière de monuments et en matière de patrimoine, la ville a peu... C'est l'État, hein, c'est l'État en général, hein, c'est les forces régaliennes de l'État qui peuvent faire agir. Hein. Les villes peuvent interpeller l'État. Hein. La preuve, c'est l'exemple de la rue, je reprends l'exemple de la rue du Renard, où, quand c'est passé à la CDP, donc la Commission du Vieux-Paris, a à l'époque émis un vœu demandant à ce qu'on classe. Et bien, ça n'a pas été fait. Mais elle ne peut rien faire de plus. Je suppose que vous travaillez étroitement avec la DRAC. Non. Vous voyez le résultat. La première chose qu'il faut faire, c'est alerter la DRAC, et qui, elle, a le pouvoir, le devoir, et quand même, elle existe. Oui, mais elle ne fait rien. Donc, moi... Monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, moi je suis pas d'accord. Oui, moi d'expérience, de ce que je vois à Paris, ou par exemple à Reims, où j'ai un projet de recherche aussi à Reims, voilà, moi je les attends encore. C'est juste ce que j'ai à dire. Je vais aller un peu dans le sens de Grégory. Hein. Nous sommes souvent en attente de soutien de la DRAC, et je ne citerai qu'un exemple qui est très récent, qui est un vrai scandale, c'était la Poste du Louvre. Hein. On les attend toujours, hein. Et je peux vous dire qu'on les a été les chercher. On a même été chercher la ministre, les ministres à l'époque. Hein. Voilà. Le directeur du patrimoine, hein, qui est le patron de la DRAC, a quand même écrit un courrier qui est scandaleux. Hein. Il a été publié, on en a fait un communiqué de presse. Hein. Il justifie le fait qu'on ne classe pas un monument historique qui le mérite par le biais d'un avis d'un ABF. Hein. Ce qui me semble très limite juridiquement. Donc, peut-être qu'en effet, il fut une époque où la DRAC, en effet, était un partenaire qui soutenait ces associations et qui faisait en sorte, à la mesure de ses moyens, d'empêcher les choses. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Vous vous rappelez de ce que vous êtes fait à l'ancienne majorité si je ne m'abuse, de l'ancien bâtiment qui est à droite de la place de la Concorde. L'hôtel Crillon, l'hôtel Crillon, non, la Marine. Ah oui, mais là il y a eu des... Attendez, oui.
Je m'en souviens très bien. Mais pourquoi on s'est arrêté à faire ça? Pourquoi le projet s'est arrêté? Parce que le président de la République qui a été élu l'a demandé. Alors là, évidemment, la DRAC suit. Non, je suis désolé. Hein. Sinon, avant que M. Hollande ne soit élu et ne dise il ne faut plus y toucher et qu'il y a même fait une conférence de presse, je peux vous assurer que notre association et bien d'autres se sont battus. Et là aussi, on n'a pas eu beaucoup de soutien. Hein. Puis, un autre petit exemple qu'on connaît bien ici et qui nous a coûté beaucoup d'énergie, c'est l'hôtel Lambert. Qui a donné le permis de construire? C'est pas la DRAC? Voilà, alors donc, si vous voulez, hein, et moi j'ai un grand souvenir, c'est qu'à un moment, c'était pas la DRAC, c'était l'ABF. Il me dit, mais Ouzio, qu'est-ce que vous en voulez à l'hôtel Lambert? Il n'y a rien de grave à l'hôtel Lambert. Ah bon? L'ABF lui-même. Donc c'est pour ça, c'est très compliqué. Peut-être que ça va changer, mais là, je vous dis, on est dans une phase très en bas. Hein. Ça dépend qui est nommé. Donc à un moment, on monte. Hein. C'est mon côté optimiste. Je crois qu'il y a lieu d'être très pessimiste. Je crois qu'il y a lieu d'être très pessimiste. Il y a une loi qui est en cours de vote, qui est déjà passée à l'Assemblée nationale, qui va passer au Sénat et qui reviendra sans doute. C'est la loi CAP. C comme création, A comme architecture et P comme patrimoine. Et le maître mot là-dedans, c'est décentralisation, et on va arriver à un PLU patrimonial. Et le PLU, c'est la commune. Et le patrimoine, ça va devenir la commune, du fait de la loi. Et il y a lieu d'être pessimiste. Ce que tu disais à propos du pouvoir régalien, ça va être fini. Mais soyez optimistes, hein, on est là. Non, on est très pessimiste. Non, il ne faut pas l'être, il ne faut pas se décourager. Mais... Vous savez, là, vous allez voir, on va publier dans notre bulletin et dans notre lettre d'Orscan un petit article, et notamment, là, quelqu'un parlait de la commission du Vieux Paris, hein, je peux vous en parler très très facilement, j'en fais partie. Hein. Mais c'est n'importe quoi. Ça existe toujours quand même. Voilà, ça existe, on se réunit par mois. Mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que maintenant, on ose même nous dire, une fois qu'on a parlé, qu'on a émis un vœu, que le permis est déjà déposé. Oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous le dire, en fait. La direction de l'urbanisme vous dit, oh là là, mon Dieu, vous avez émis un vœu, mais on a déjà donné le permis. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quand vous avez derrière des politiques qui n'ont pas envie, c'est complètement politique, hein, c'est pas autre chose, hein, c'est des politiques qui s'en foutent. Et qui, de toute façon, pour le moment, il faut construire, il faut, pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, pour des raisons de normes aussi. Les normes et détruisent. C'est pour cette raison, d'ailleurs, je peux vous en parler si ça vous intéresse pour cette cave. C'est-à-dire que dans le projet de restauration de la cave, évidemment, nous n'avions qu'une envie, c'est de faire en sorte que cette cave soit facilement accessible, qu'elle y accueille du monde, et qu'on puisse y faire des réunions, qu'on puisse y faire des spectacles, qu'on puisse y faire des petits concerts. Voilà, donc ça veut dire des créations d'escaliers, ça veut dire création de ventilation, ça veut dire création de chauffage, ça veut dire création de mise aux normes, ça veut dire aussi, et là encore je le dis tout à fait librement, ce n'est pas une critique, ça veut dire aussi accessibilité handicapée, donc ça veut dire à un moment, votre cave, elle n'a plus, historiquement parlant et patrimonial, aucun sens, aucun sens. D'où la décision qui a été prise ici, finalement, de se dire, bien écoutez, ici, et c'est le projet de restauration qu'on va faire, c'est une cave, c'est un cellier, elle est faite pour être cave, donc on garde un escalier, on la restaure au minimum, et puis, eh bien, ils descendront 19 personnes à la fois, pas plus. Et puis, de temps en temps, si vraiment on veut faire une manifestation, eh ben, à ce moment-là, on demandera une dérogation spécifique. Ça arrive hein, que la préfecture nous donne des dérogations pour descendre. Mais dès lors que vous commencez à vouloir restaurer, il y a de telles contraintes que quelque part, on a le bel exemple, hein, on peut peut-être repasser la photo, c'est l'hôtel de Beauvais. Hein, il est très beau, hein, mais il est aux normes. Hein, mais ils avaient la place. Il y a l'ascenseur, il y a l'accès handicapé, il y a le sol en marbre. Donc, c'est aux citoyens d'exiger que les normes soient au service des citoyens et non pas qu'elles soient alors ça commence à néfastes. Ça commence à frétiller un peu. C'est vrai que de plus en plus... Il y a une révolte. Il y a une révolte.
Il Il y a tellement de Il révoltes à fallait faire. retirer les citoyens, cher monsieur. Pardon? Je dis, il fallait pas les retirer, les citoyens. Vous n'allez pas les coups. Il fallait pas les dégager, les citoyens. Je suis d'accord avec Nous vous. tentons de revenir. Bon. Les évincer. Ah d'accord, voilà. Voilà la carte. C'est la nôtre, hein, un petit peu plus petite, mais c'est la nôtre que vous allez voir. Bon, certes, elle est moins présentable, mais je trouve que, en tout cas, elle fera beaucoup plus le public, les gens qui comprennent mieux ce qui était vraiment un cellier, parce que à la base, excusez-moi, c'est un cellier. Point. Où l'association a été là-bas pendant les travaux ici. Tout à fait, tout à fait. On a fait des spectacles festivals dans la cave de l'hôtel de Beauvais. Alors encore une fois, aucune critique, c'est très bien, parce que d'un côté, quand on aura fini notre restauration, on aura Beauvais avec une restauration type au maximum, quoi, au top, et puis à minima la nôtre. Voilà. En même temps, c'est une trace de ce qui était fait à cette époque-là. Voilà. C'est un exemple de type de restauration qu'on faisait. C'est pareil, ça aussi. On fait plus ou moins de travaux dans ces restaurations. C'est des modes, ça aussi. Hein. Par rapport à la sensibilité de l'architecte aussi. Est-ce qu'il y a d'autres... Attendez, madame et monsieur. Il y a un restaurant dans la rue des Lombards qui est tenu par des Chinois. Ouais. Je n'y ai pas pu accéder. Je suis allé pendant... Non, mais parce que moi, je vais honnêtement chez les gens. C'est-à-dire, je viens, je dis, voilà, je fais une analyse architecturale et archéologique, j'explique. Donc, est-ce que je peux venir et prendre des photos? J'y vais pas comme un... Voilà, j'y vais honnêtement. Et donc, il y a un monsieur qui m'a dit, oui, il faut voir le patron. Ok. Donc, pendant 3 semaines, j'ai fait comme ça. Au bout d'un moment, j'ai vu un cuistot qui était là, parce que le restaurant était vide. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Je lui explique. Il me dit, faut voir le patron. Et là, le type qui pendant 3 semaines m'a dit, faut voir le patron, arrive. Et c'était lui, en fait. Et je lui dis, donc vous êtes foutu de moi, là, ça fait 3 semaines. Dites-le moi, que vous ne voulez pas que je vienne et que je prenne des photos. En fait, c'était pour les dossiers de l'archéologie. Bon, bref. Voilà. Et donc, moi, en fait, il m'avait bien photographié, et dès que je rentrais, il me faisait non. Voilà comment ça se passe. Ils ont 2 caves, une sur 2 niveaux, quoi. Donc une beaucoup plus récente, une ancienne, une petite, quoi, qui a été parfaitement restaurée. Et alors lui prétend que c'était une ancienne église. Et il n'y a pas. Alors bon, c'est le fils du patron, un jeune chinois, qui est assez agréable de délirer. Et lui prétend qu'il a fait des études, il s'est renseigné que ce serait une ancienne église. Et Chapelle peut-être, mais pas église. Et je sais que, enfin moi je dis c'est un cellier, quoi. Et il n'est pas en débat. Lui préfère que ce soit. C'est moi qui m'invite. Monsieur. Si vous allez au repas, non, mais moi, mais vous n'y allez pas là, non, moi, honnêtement, je dis, oui, parce que je veux travailler, je veux pas... Mais essayez d'aller déjeuner un petit peu. Si la formule ne va pas, il faut la changer. C'est possible. Le problème du patrimoine à Paris, en Ile-de-France, c'est qu'il y en a beaucoup et que, en fin de compte, les décideurs, je parle notamment à l'État, a toujours très peur parce que derrière, ça implique des financements qu'il n'a plus. C'est quoi qu'il faut aussi le dire. Il n'y a plus de financement derrière. Mais ça. Parce que le problème, il est là, quoi. Ils ne vont pas les mettre leur nom. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pourquoi nous, le projet de recherche est si intéressant que ça, c'est que Paris, au XIIe et XIIIe siècle, c'est la ville la plus peuplée en Europe, et que donc forcément, il y a encore des centaines de vestiges. Alors pas forcément des caves comme vous pouvez le voir en sous-sol, mais il y a encore des traces partout, c'est sûr. Puisque c'est rare qu'on détruise complètement les fondations pour reconstruire. On reconstruit les superstructures, mais généralement on reste appuyé sur les fondations, surtout si elles ont été très bien construites. Et au XIIIe siècle, on savait très bien construire les sous-sols. Alors simplement, merci.